Bienvenue sur Lumière Noire, là où les vérités oubliées ressuscitent. On vous a menti. On vous a raconté qu'un continent entier n'avait pas d'histoire, pas de gloire, pas de génie. Mais aujourd'hui, je vais briser ce mensonge. Préparez-vous à découvrir des empires qui ont fait trembler le monde, des rois plus riches que vos rêves les plus fous, et des civilisations si avancées qu'on a refusé de croire qu'elles existaient. Abonnez-vous et likez maintenant, car votre vision du monde va exploser. Chapitre 1. Les royaumes oubliés. Quand l'Afrique dominait le monde. Fermez les yeux un instant. Imaginez des villes illuminées par des milliers de fournaises rougeoyantes, des armées en armure de fer étincelant sous le soleil africain, des pyramides s'élevant vers les cieux, et des navires chargés d'or traversant des océans entiers. Non, vous n'êtes pas en train de rêver d'un film fantastique. Vous êtes en train de découvrir la réalité historique que l'Occident a enterrée pendant des siècles. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage qui va fracasser tout ce qu'on vous a enseigné à l'école. Nous allons remonter le temps jusqu'aux royaumes qui ont régné sur le monde antique, avec une puissance, une richesse et une sophistication qui rivaliseraient avec n'importe quelle civilisation européenne ou asiatique. Attachez vos ceintures, car ce chapitre va vous transporter dans 3 empires légendaires. Kush, le royaume des pharaons noirs, Aksum, la superpuissance navale, et Ghana, l'empire où l'or poussait comme des plantes. Le royaume de Kush, les pharaons que l'histoire a effacés. Commençons notre voyage au sud de l'Égypte, dans les terres brûlantes du Soudan actuel. Ici, le long du Nil majestueux, s'élevait un royaume si puissant, si redouté, qu'il a fait ce que personne n'aurait cru possible, conquérir l'Égypte elle-même. On vous a parlé des pharaons égyptiens, n'est-ce pas? Ramsès, Toutankhamon, Cléopâtre. Mais personne ne vous a parlé des pharaons noirs de la 25e dynastie. Pourquoi? Parce que leur existence dérange un récit bien établi, celui d'une Afrique sans grandeur. Le royaume de Kush n'était pas un simple voisin de l'Égypte. C'était une civilisation à part entière, avec ses propres traditions, son écriture méroïtique et surtout une maîtrise technologique qui faisait pâlir ses contemporains. Les Kushites étaient les maîtres du fer. Alors que le reste du monde antique peinait à produire ce métal précieux, les forgerons Kushites avaient créé une véritable révolution industrielle. Leurs fournaises éclairaient la nuit comme des milliers d'étoiles tombées sur terre. Ils produisaient des armes, des outils, des objets d'une qualité inégalée. Mais la maîtrise du fer n'était qu'un début. En 730 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Paï, les armées Kushites ont marché vers le nord. Imaginez la scène, des milliers de guerriers noirs, armés jusqu'aux dents, leurs lances et leurs épées en fer brillant au soleil, avançant comme une marée implacable. Les pharaons égyptiens, divisés et affaiblis, n'ont pu résister. L'un après l'autre, ils sont tombés. Et Pillé n'était pas un conquérant barbare. Non. Il se considérait comme le sauveur de l'Égypte, le restaurateur de ses traditions anciennes qui avaient été corrompues. Il s'est fait couronner pharaon à Memphis, portant la double couronne de Haute et Basse Égypte. Pendant près d'1 siècle, les rois Kushites ont régné sur un empire unifié qui s'étendait de la Méditerranée aux profondeurs de l'Afrique. Ces pharaons noirs ont construit leurs propres pyramides, plus raides et plus nombreuses que celles de Gizeh. À Méroé, à Nuri, à Gebel Barkal, des centaines de pyramides se dressent encore aujourd'hui, témoins silencieux d'une grandeur oubliée. Ils ont restauré les temples, ravivé les cultes anciens et maintenu la tradition égyptienne alors même que les Égyptiens eux-mêmes l'avaient abandonnée. Mais l'histoire de Kush ne s'arrête pas là. Lorsque les Assyriens, avec leurs armes de fer supérieures, ont forcé les Kushites à se retirer vers le sud, le royaume n'a pas disparu. Il a continué à prospérer pendant encore 1000 ans. Et quand l'Empire romain a tenté de les soumettre, les Kushites ont riposté avec une férocité qui a choqué Rome. La reine Amanirenas, une guerrière unijambiste qui avait perdu son œil au combat, a mené une campagne si dévastatrice contre les légions romaines que l'empereur Auguste a été forcé de négocier. Oui, vous avez bien entendu, Rome, la puissance invincible, a négocié la paix avec un royaume africain.
Les Koushites ont même capturé des statues romaines qu'ils ont enterrées sous les marches de leur temple, forçant symboliquement l'empereur romain à se prosterner devant leur dieu chaque fois qu'un prêtre montait les escaliers. Kouch était un royaume de guerriers, de bâtisseurs, de commerçants qui contrôlaient les routes entre l'Afrique et le monde méditerranéen. Leur influence s'étendait sur des milliers de kilomètres, et leur civilisation a duré plus longtemps que l'Empire romain lui-même. Pourtant, combien d'entre vous en ont entendu parler à l'école? Combien de livres d'histoire mentionnent les pharaons noirs? Presque aucun. Le royaume d'Aksum, la superpuissance que le monde a oubliée. Maintenant, voyageons vers l'Est, dans les hauts plateaux d'Éthiopie. Ici, au milieu de montagnes imposantes et de vallées verdoyantes, s'élevait un empire dont le nom résonne encore dans les légendes, Aksum. Si je vous dis qu'Aksum était l'une des 4 grandes puissances du monde antique, aux côtés de Rome, de la Perse et de la Chine, me croiriez-vous? Probablement pas, parce qu'on ne vous l'a jamais enseigné. Mais c'est la pure vérité historique. Le philosophe perse Mani, au IIIe siècle, a listé les 4 grands empires du monde, et Aksum en faisait partie. Imaginez une capitale dominée par des obélisques gigantesques, des structures de granit taillées d'un seul bloc, s'élevant à plus de 30 mètres de hauteur. Ces obélisques, avec leurs fausses fenêtres et leurs portes sculptées, sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie qui défient encore aujourd'hui notre compréhension. Comment les Aksumites ont-ils pu tailler, transporter et ériger ces monolithes de plusieurs centaines de tonnes sans la technologie moderne? C'est un mystère qui continue de fasciner les archéologues. Mais Aksum n'était pas seulement une merveille architecturale. C'était une superpuissance maritime et commerciale. Les navires aksumites sillonnaient la mer Rouge, l'océan Indien, traversant jusqu'aux côtes de l'Inde. Leurs marchands négociaient avec la Chine, échangeant de l'ivoire, de l'or, des épices contre de la soie et des porcelaines. Les pièces de monnaie aksumites, frappées en or, en argent et en bronze, ont été retrouvées en Inde, en Arabie, prouvant l'étendue de leur réseau commercial. Le roi Ezana, l'un des plus grands souverains d'Aksum, ne se contentait pas de régner sur son royaume. Il contrôlait la péninsule arabique, intervenant dans les affaires du Yémen comme un faiseur de roi. Son armée a traversé la mer Rouge, déposé des tyrans, installé des alliés. L'Arabie elle-même reconnaissait la suprématie aksumite. Et puis, il y a eu un tournant majeur. Au IVe siècle, sous le règne d'Ezana, Aksum est devenu l'un des tout premiers empires chrétiens du monde. Bien avant que l'Europe ne se convertisse massivement, bien avant Charlemagne et les rois chrétiens d'Occident, Aksum avait embrassé la foi du Christ. Cette conversion n'était pas un simple changement religieux. Elle a redéfini l'identité même du royaume, créant une tradition chrétienne éthiopienne unique qui existe encore aujourd'hui. Avec ses églises taillées dans la roche, ses monastères perchés sur des falaises, ses manuscrits enluminés d'une beauté à couper le souffle. Les Aksumites ont développé leur propre écriture, le Ge'ez, qui est toujours utilisé dans la liturgie éthiopienne. Ils ont construit des palais, des systèmes d'irrigation sophistiqués, des réservoirs géants pour stocker l'eau de pluie. Leur niveau de sophistication urbaine égalait, voire surpassait, celui de nombreuses villes européennes de l'époque. Mais comme toutes les grandes civilisations, Aksum a finalement décliné. L'expansion de l'islam a coupé ses routes commerciales, isolant le royaume. Pourtant, même dans son déclin, Aksum a laissé un héritage indélébile. L'Éthiopie est restée un bastion de la chrétienté africaine, résistant à toutes les tentatives de conquête, préservant son indépendance même pendant la ruée coloniale européenne. Aksum prouve une chose fondamentale. L'Afrique n'a jamais été isolée du reste du monde. Elle était au cœur des réseaux commerciaux mondiaux, une puissance avec laquelle il fallait compter, un empire qui a façonné l'histoire de 3 continents. L'empire du Ghana, là où l'or poussait comme des plantes. Maintenant, traversons le continent vers l'ouest, vers les vastes étendues du Sahel. Ici, entre le désert du Sahara et les forêts tropicales, s'élevait un empire dont le nom même évoque la richesse.
l'empire du Ghana. Attention, je ne parle pas du Ghana moderne, je parle d'un empire qui existait entre le 6e et le 13e siècle, centré sur ce qui est aujourd'hui la Mauritanie et le Mali. Un empire tellement riche que les écrivains arabes médiévaux, pourtant habitués au luxe des califats, étaient ébahis par sa splendeur. L'historien arabe Al-Bakri a écrit au XIe siècle que le Ghana, titre du roi, possédait un palais dont les murs étaient ornés de sculptures et les fenêtres décorées d'or. Ses chevaux portaient des couvertures de soie, et même les chiens de la cour avaient des colliers en or et en argent. Quand le roi tenait audience, il était accompagné de 10 pages tenant des boucliers et des épées ornées d'or, et les fils des rois vassaux se tenaient à ses côtés, leurs cheveux tressés avec de l'or. Mais d'où venait cette richesse inimaginable? La réponse est simple et éblouissante: l'or. Le Ghana contrôlait les mines d'or les plus riches d'Afrique de l'Ouest. Mais ce n'était pas seulement une question de ressources naturelles, c'était une question de génie économique. Le Ghana était situé au carrefour de 2 mondes, le Sahara au nord, riche en sel, et les forêts au sud, riches en or. Le sel était vital pour la survie dans les climats chauds, presque aussi précieux que l'or lui-même. Les caravanes de chameaux traversaient le Sahara, transportant des barres de sel qui pesaient parfois plus de 100 kg chacune. Au sud, les mines produisaient de l'or en quantité qui semblait inépuisable. Le génie du Ghana était de contrôler cet échange. Toutes les caravanes devaient passer par les villes du Ghana, où le roi prélevait des taxes sur chaque transaction. On raconte même que le roi avait le monopole sur toutes les pépites d'or, ne laissant aux marchands que la poussière d'or. Cette politique garantissait que l'or ne perdrait jamais sa valeur, maintenant sa rareté artificielle. Les récits parlent d'un système commercial tellement sophistiqué qu'il incluait le commerce silencieux. Les marchands du Nord déposaient leurs marchandises, puis se retiraient. Les mineurs du Sud venaient, examinaient les marchandises, déposaient ce qu'ils estimaient être un montant équitable d'or, puis se retiraient à leur tour. Les marchands revenaient, et si la quantité d'or était satisfaisante, ils prenaient l'or et partaient. Sinon, ils attendaient que plus d'or soit ajouté. Tout cela sans qu'un seul mot ne soit échangé, basé uniquement sur la confiance et la tradition. L'armée du Ghana comptait plus de 200 000 guerriers, selon certaines sources. Pas une armée de conquérants assoiffés de sang, mais une force de maintien de l'ordre qui garantissait la sécurité des routes commerciales. Les marchands pouvaient traverser l'Empire en toute sécurité, sachant que le Ghana protégeait leur passage. La capitale Kumbi Saleh était divisée en 2 parties. Une ville musulmane où vivaient les marchands arabes et berbères, avec ses mosquées et ses maisons de pierre, et une ville royale où le roi et sa cour résidaient entourés de bosquets sacrés et de pratiques religieuses traditionnelles. Cette coexistence pacifique entre différentes religions et cultures était remarquable pour l'époque. Le Ghana n'a pas conquis ses voisins par la force brutale. Il les a conquis par l'économie, par le commerce, par le contrôle des ressources vitales. C'était un empire bâti sur le pouvoir économique pur, une leçon de géopolitique que le monde moderne devrait étudier attentivement. Quand l'empire du Ghana a finalement décliné au XIIIe siècle, affaibli par les invasions almoravides et la désertification, il a laissé derrière lui un héritage de richesse et de sophistication qui allait inspirer les empires qui suivraient. Mais son histoire la plus importante est celle-ci. L'Afrique n'a jamais été un continent pauvre attendant d'être développé. C'était un continent de richesse inimaginable, contrôlé par des souverains brillants qui comprenaient les mécanismes du commerce mondial bien avant la Renaissance européenne. Conclusion du chapitre 1. Voilà, vous venez de découvrir 3 empires que l'histoire officielle a délibérément ignorés. Kush, qui a conquis l'Égypte et tenu tête à Rome. Aksum, la superpuissance qui dominait les mers et contrôlait l'Arabie. Ghana, où l'or coulait à flots et où le génie économique a créé une richesse légendaire. Ces royaumes n'étaient pas des exceptions. Ils étaient la norme.
L'Afrique ancienne était un continent de civilisation avancée, de royaumes puissants, d'innovations technologiques et de richesses stupéfiantes. Mais cette vérité a été ensevelie, effacée, remplacée par un récit de primitivisme qui servait les intérêts coloniaux. Maintenant que vous connaissez cette vérité, que ferez-vous? Allez-vous laisser ces histoires retomber dans l'oubli? Ou allez-vous les partager, les défendre, les célébrer? Si cette révélation vous a secoué, si vous voulez découvrir encore plus de secrets enfouis de l'histoire africaine, abonnez-vous à Lumière Noire et likez cette vidéo. Partagez-la avec tous ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités. Dans le prochain chapitre, je vais vous révéler l'histoire de l'homme le plus riche qui ait jamais existé, un roi africain dont le pèlerinage a littéralement fait cracher l'économie mondiale. Ne manquez pas ça. À très bientôt. Réessayez. Chapitre 2. L'Empire de l'or et du savoir. Quand l'Afrique illuminait le monde. Bienvenue dans le deuxième chapitre de notre voyage dans l'histoire cachée de l'Afrique. Si le premier chapitre vous a déjà ébranlé, accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir maintenant va pulvériser tout ce que vous pensiez savoir sur la richesse, le pouvoir et la connaissance. Imaginez un homme si riche que son simple passage dans une ville pouvait détruire son économie pour une décennie. Imaginez une université cachée au cœur du désert du Sahara, où des milliers de savants étudiaient l'astronomie, les mathématiques et la médecine pendant que l'Europe croupissait dans l'ignorance. Imaginez des bibliothèques regorgeant de centaines de milliers de manuscrits, des trésors de connaissances que le monde pensait perdus à jamais. Ce chapitre ne raconte pas seulement l'histoire d'un empire. Il raconte l'histoire de l'empire du Mali, de Mansa Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps, et de Tombouctou, la ville qui était le phare intellectuel du monde médiéval. Préparez-vous à être éblouis, car nous entrons maintenant dans la légende vivante. L'ascension de l'empire du Mali. Des cendres naît la gloire. Lorsque l'empire du Ghana s'est effondré au XIIIe siècle, rongé par les invasions et les rivalités internes, l'Afrique de l'Ouest n'est pas tombée dans le chaos. Non, comme le phénix renaissant de ses cendres, un nouvel empire s'est levé, plus grand, plus puissant, plus éblouissant que tout ce qui avait existé auparavant. L'empire du Mali. L'histoire du Mali commence par une épopée digne des plus grandes sagas. Un prince nommé Soundiata Keïta, surnommé le Roi Lion, a unifié les peuples mandingues et fondé un empire qui allait s'étendre sur des millions de kilomètres carrés. Soundiata n'était pas seulement un guerrier, c'était un visionnaire, un organisateur, un législateur qui a créé une constitution orale appelée la Charte du Manden en 1236, bien avant la Magna Carta britannique. Cette charte proclamait des droits fondamentaux, la liberté de parole, la protection de la vie humaine, l'interdiction de l'esclavage des prisonniers de guerre et même des principes de préservation de l'environnement. Mais c'est sous le règne de ses successeurs que l'Empire du Mali a atteint des sommets que le monde n'avait jamais vus. L'Empire s'étendait de l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'aux frontières de l'actuel Niger à l'est, du Sahara au nord, jusqu'aux forêts tropicales au sud. Il contrôlait les mines d'or les plus riches du monde, les routes commerciales transsahariennes et des centaines de villes prospères. Les empereurs du Mali, appelés Mansa, ce qui signifie « roi des rois », régnaient sur un territoire plus vaste que l'Europe occidentale. Leur cour était un centre de pouvoir, de diplomatie et de culture où se rencontraient des ambassadeurs de l'Égypte, du Maroc, de la Perse et même de lointaines contrées asiatiques. Les chroniqueurs arabes qui visitaient le Mali décrivaient un empire où la justice régnait, où les voyageurs pouvaient traverser le territoire sans crainte d'être attaqués et où la richesse était si abondante qu'elle semblait surnaturelle. Mais parmi tous les empereurs du Mali, un nom brille plus que tous les autres. Un nom qui résonne encore aujourd'hui comme le symbole ultime de la richesse et de la grandeur. Mansa Musa. Mansa Musa. L'homme qui valait plus que des nations entières. Qui était Mansa Musa? Pour répondre à cette question,
nous devons d'abord comprendre l'ampleur inimaginable de sa richesse. Les économistes modernes, après avoir analysé les données historiques, ont conclu que Mansa Musa était l'homme le plus riche qui ait jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. Sa fortune personnelle est estimée à environ 400 milliards de dollars en valeur actuelle, surpassant de loin les Rothschild, les Rockefeller, Bill Gates, Elon Musk et tous les milliardaires que vous pouvez nommer combinés. Mais comment un homme peut-il accumuler une telle richesse? La réponse est simple et éblouissante. L'or. Sous le règne de Mansa Musa, l'Empire du Mali produisait plus de la moitié de l'approvisionnement mondial en or. Les mines de Bambouk, de Bourré et d'autres régions vomissaient des quantités d'or qui défient l'imagination. Et tout cet or appartenait à Mansa Musa. Mansa Musa est monté sur le trône en 1312 après que son prédécesseur Abou Bakr II ait mystérieusement disparu lors d'une expédition maritime visant à explorer l'océan Atlantique. Oui, vous avez bien lu, les Africains exploraient les océans bien avant Christophe Colomb. Musa a hérité d'un empire déjà riche et puissant, mais ce qu'il a fait ensuite a transformé son nom en légende. En 1324, Mansa Musa a décidé d'accomplir le Hajj, le pèlerinage sacré à la Mecque que tout musulman fortuné se doit d'accomplir au moins une fois dans sa vie. Mais Mansa Musa n'était pas un homme ordinaire, et son pèlerinage allait devenir l'événement le plus spectaculaire du monde médiéval. Imaginez la scène, un cortège qui s'étend sur des kilomètres à l'horizon. 60 000 personnes marchent dans le désert, une armée mobile de splendeur. Le cortège traverse le Sahara, une mer de sable implacable où des caravanes entières disparaissent sans laisser de traces. Mais le cortège de Mansa Musa ne disparaît pas. Il avance comme une force de la nature, apportant avec lui non seulement de l'or, mais aussi des provisions, des tentes luxueuses et même des architectes et des érudits. La première grande ville que Mansa Musa atteint est le Caire, la capitale de l'Égypte, alors sous le règne du sultanat mamelouk. Le Caire était déjà l'une des villes les plus riches et les plus sophistiquées du monde. Ses marchés regorgeaient de soieries chinoises, d'épices indiennes, de verreries vénitiennes. Ses palais étaient des merveilles architecturales. Ses érudits étudiaient à l'université Al-Azhar, l'une des plus anciennes du monde. Mais rien n'aurait pu préparer le Caire à l'arrivée de Mansa Musa. Pendant 3 mois, Mansa Musa et sa cour sont restés au Caire. Et pendant ces 3 mois, Mansa Musa a distribué de l'or comme si c'était de la poussière. Il donnait des barres d'or aux mendiants dans les rues. Il offrait des cadeaux somptueux aux fonctionnaires du sultan. Il achetait des souvenirs, de la nourriture, des tissus, payant avec de l'or pur et refusant la monnaie. Il faisait construire des mosquées et donnait de l'or pour leur entretien. Il gratifiait les savants, les poètes, les marchands. Les chroniqueurs de l'époque, comme Al-Umari et Ibn Khaldoun, décrivent la scène avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Al-Umari écrit « L'or était si abondant au Caire qu'il a fait baisser sa valeur. » Et ce n'est pas une exagération poétique, c'est un fait économique brutal. En inondant le Caire avec des tonnes d'or, Mansa Musa a créé une hyperinflation catastrophique. Soudain, l'or était partout. Les marchands en avaient tellement qu'ils ne savaient plus quoi en faire. La valeur de l'or a chuté de 20 à 30% selon les estimations. Les prix de toutes les marchandises ont explosé. Le pain, la viande, les tissus, tout est devenu horriblement cher. Et cette inflation n'a pas duré quelques semaines ou quelques mois. Elle a duré plus de 10 ans. Réalisez-vous ce que cela signifie? Un seul homme, par sa générosité excessive, a détruit l'économie de l'une des villes les plus riches du monde pour une décennie entière. C'est un pouvoir économique que même les nations modernes ne possèdent pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir réalisé les dégâts qu'il avait causés Mansa Musa dans un geste de responsabilité extraordinaire, a emprunté tout l'or qu'il pouvait auprès des prêteurs kérotes à des taux d'intérêt exorbitants, retirant ainsi de l'or du marché pour tenter de stabiliser l'économie.
C'était la première fois dans l'histoire qu'un homme contrôlait les marchés de l'or au niveau international. Après le Caire, Mansa Moussa a continué vers la Mecque, accomplissant son pèlerinage et distribuant encore plus d'or. Il a rencontré des érudits, des théologiens, des souverains. Il a ébloui le monde islamique avec sa piété, sa générosité et sa richesse inimaginable. Mais Mansa Moussa n'était pas seulement riche, il était visionnaire. Tombouctou, la ville qui illuminait le monde pendant que l'Europe dormait. Lors de son retour du Hajj, Mansa Moussa a ramené avec lui quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde. Des savants, des architectes, des poètes. Parmi eux se trouvait Abu Ishaq al-Sahili, un poète et architecte andalou que Mansa Moussa avait rencontré à la Mecque. Al-Sahili a introduit une nouvelle forme d'architecture au Mali, construisant des mosquées et des palais en briques cuites qui remplaçaient les structures traditionnelles en terre. La plus célèbre de ces constructions est la mosquée de Djinguereber à Tombouctou, un chef-d'œuvre architectural qui se dresse encore aujourd'hui, plus de 700 ans après sa construction. Mais la plus grande contribution de Mansa Moussa n'était pas architecturale, c'était intellectuel. Mansa Moussa a transformé Tombouctou en la capitale intellectuelle de l'Afrique et l'un des plus grands centres de savoir du monde médiéval. Située au carrefour des routes commerciales transsahariennes, Tombouctou était déjà une ville prospère. Mais sous Mansa Moussa, elle est devenue quelque chose de beaucoup plus grand, une cité du savoir. L'université de Sankoré à Tombouctou est devenue l'une des plus grandes universités du monde. À son apogée, elle comptait 25 000 étudiants, un nombre stupéfiant pour l'époque. Pour mettre cela en perspective, l'université d'Oxford, la plus ancienne université d'Angleterre, ne comptait que quelques centaines d'étudiants au même moment. Que faisaient ces 25 000 étudiants? Ils étudiaient l'astronomie, les mathématiques, le droit islamique, la médecine, la chimie, la philosophie, la poésie, la littérature. Les bibliothèques de Tombouctou contenaient des centaines de milliers de manuscrits, des textes copiés à la main avec une calligraphie exquise, enluminés d'or et de couleurs vives. Ces manuscrits n'étaient pas de simples livres religieux. Ils couvraient tous les domaines de la connaissance humaine. Il y avait des traités d'astronomie décrivant les mouvements des planètes et des étoiles, des textes de mathématiques explorant l'algèbre et la géométrie, des manuels de médecine détaillant les traitements des maladies, la chirurgie, les plantes médicinales, des œuvres philosophiques débattant de la nature de l'existence, de l'éthique, de la justice. Les savants de Tombouctou correspondaient avec les érudits de Bagdad, du Caire, de Cordoue, de Damas. Ils débattaient des idées d'Aristote, d'Avicenne, d'Averroès. Ils faisaient avancer la connaissance humaine dans tous les domaines. Et voici le plus incroyable. Tout cela se passait pendant que l'Europe était plongée dans ce qu'elle appelle elle-même le Moyen Âge, une période d'ignorance, de superstition, de régression intellectuelle. Pendant que les moines européens copiaient péniblement des textes religieux dans des monastères isolés, les savants africains de Tombouctou exploraient l'univers, développaient des théories scientifiques, produisaient des œuvres littéraires d'une sophistication époustouflante. L'un des manuscrits de Tombouctou, découvert au XXe siècle, est un traité d'astronomie qui décrit les mouvements des planètes avec une précision étonnante. Un autre est un manuel de chirurgie détaillant des opérations complexes, y compris des interventions sur les yeux pour traiter les cataractes. Un troisième est une œuvre poétique d'une beauté lyrique qui rivalise avec les plus grands poètes persans et arabes. Mais le plus remarquable, c'est que ces manuscrits existent encore aujourd'hui. Malgré les siècles, malgré les invasions, malgré les tentatives de destruction, plus de 700 000 manuscrits ont survécu, cachés dans des coffres de famille, dans des caves secrètes, dans des bibliothèques privées. Ils sont la preuve physique, tangible, indéniable de la grandeur intellectuelle de l'Afrique médiévale. Aujourd'hui, des projets de numérisation travaillent frénétiquement pour préserver ces trésors, pour les rendre accessibles au monde entier. Parce que ces manuscrits ne sont pas seulement l'histoire de l'Afrique, ils sont l'histoire de l'humanité.
La richesse n'est rien sans le savoir. Mansa Musa comprenait quelque chose que beaucoup de gens riches aujourd'hui ne comprennent pas. La richesse matérielle est éphémère, mais la connaissance est éternelle. Oui, il possédait tout l'or du monde. Oui, il pouvait acheter n'importe quoi. Mais ce qu'il a choisi d'acheter, c'était l'éducation, la culture, la connaissance. Il a investi sa richesse non pas dans des palais ostentatoires, bien qu'il en ait construit, non pas dans des armées conquérantes, bien que son empire fût militairement puissant, mais dans les esprits de son peuple. Sous son règne, l'Empire du Mali est devenu une société où l'éducation était valorisée, où les savants étaient respectés, où les livres étaient des trésors plus précieux que les bijoux. Les maisons des familles aisées de Tombouctou contenaient des bibliothèques privées avec des milliers de volumes. Les pères transmettaient leurs manuscrits à leurs fils comme leur bien le plus précieux. Cette culture du savoir a survécu pendant des siècles. Même après le déclin de l'Empire du Mali, même après les invasions marocaines du XVIe siècle, même pendant la période coloniale, les familles de Tombouctou ont continué à préserver leurs manuscrits, les cachant des envahisseurs, les protégeant des pillards, les transmettant de génération en génération. Pourquoi cette persistance ? Parce que Mansa Musa avait créé quelque chose de plus puissant qu'un empire. Il avait créé une tradition intellectuelle, une identité culturelle fondée sur le savoir et l'éducation. L'empire, après Mansa Musa, une gloire qui perdure. Mansa Musa est mort en 1337, après un règne de 25 ans qui a transformé l'Empire du Mali en la puissance dominante de l'Afrique de l'Ouest et l'une des civilisations les plus admirées du monde médiéval. Ses successeurs ont continué à régner sur un empire prospère pendant encore 2 siècles. Le Mali est resté le centre du commerce transsaharien, contrôlant les routes de l'or, du sel, des esclaves, de l'ivoire. Ces villes ont continué à prospérer, ces marchés ont continué à bourdonner d'activités, ces universités ont continué à former des générations de savants. Mais comme tous les empires, le Mali a finalement décliné. Les guerres de succession ont affaibli le pouvoir central. Des provinces se sont rebellées. De nouveaux empires, comme le Songhai, ont émergé pour défier sa suprématie. Et finalement, au XVIIe siècle, l'Empire du Mali s'est fragmenté en plusieurs royaumes plus petits. Mais son héritage n'est jamais mort. Les traditions intellectuelles de Tombouctou ont survécu. Les manuscrits ont été préservés. Les récits de Mansa Musa ont continué à circuler, passant de génération en génération, un témoignage vivant d'une époque où l'Afrique était au sommet du monde. Pourquoi cette histoire a été effacée ? Alors pourquoi n'apprenons-nous pas tout cela à l'école ? Pourquoi l'histoire de Mansa Musa, l'homme le plus riche de tous les temps, n'est-elle pas enseignée à côté de celle d'Alexandre le Grand ou de Jules César ? Pourquoi l'université de Sankoré n'est-elle pas mentionnée dans les cours d'histoire de l'éducation ? La réponse est aussi simple qu'elle est dérangeante. Parce que cette histoire contredit le récit colonial. Le récit colonial exigeait que l'Afrique soit présentée comme un continent sans histoire, sans civilisation, sans culture. Ce récit justifiait l'esclavage en dépeignant les Africains comme des primitifs qui avaient besoin d'être civilisés. Il justifiait la colonisation en présentant l'Afrique comme une terre vierge, attendant d'être développée par les Européens éclairés. Mais l'histoire de Mansa Musa et de l'Empire du Mali détruit complètement ce récit. Comment peut-on appeler l'Afrique un continent sans civilisation quand elle abritait des empires plus riches et plus sophistiqués que n'importe quelle nation européenne de l'époque? Comment peut-on parler d'apporter l'éducation à l'Afrique quand Tombouctou avait des universités avec 25 000 étudiants pendant que l'Europe peinait à maintenir quelques monastères? Alors, l'histoire a été effacée. Les manuscrits ont été ignorés ou détruits. Les noms ont été oubliés. Et pendant des siècles, le monde a cru aux mensonges. Mais aujourd'hui, la vérité ressurgit. Les manuscrits de Tombouctou sont redécouverts.
Les archéologues fouillent les ruines des villes maliennes. Les historiens réévaluent les chroniques arabes et européennes. Et l'histoire de Mansa Moussa et de l'Empire du Mali est enfin racontée comme elle le mérite. Conclusion. Du chapitre 2. Vous venez de découvrir l'histoire de l'homme le plus riche qui ait jamais vécu. Un empereur africain dont la générosité a littéralement fait cracher l'économie mondiale. Vous avez appris l'existence de Tombouctou, la ville universitaire cachée dans le Sahara où la connaissance humaine s'épanouissait pendant que l'Europe dormait dans l'ignorance. L'Empire du Mali n'était pas une anomalie. C'était la preuve éclatante que l'Afrique a toujours été au cœur de la civilisation humaine, un continent de richesse, de savoir, de sophistication qui égalait et souvent surpassait tout ce que le reste du monde pouvait offrir. Mansa Moussa nous enseigne une leçon éternelle. La vraie richesse ne se mesure pas à l'or que vous accumulez, mais à la connaissance que vous partagez et à l'héritage que vous laissez. Son or a disparu depuis longtemps, dépensé, fondu, perdu. Mais les universités qu'il a fondées, les manuscrits qu'il a inspirés, l'amour du savoir qu'il a cultivé, tout cela survit encore aujourd'hui. Si cette histoire vous a ébloui, si vous voulez continuer à découvrir les secrets de l'Afrique que le monde a cachés, abonnez-vous à Lumière Noire et likez cette vidéo maintenant. Partagez cette vérité avec tous ceux qui croient encore aux mensonges d'une Afrique sans histoire. Dans le prochain chapitre, je vais vous révéler les bâtisseurs de pierre et les guerrières qui ont terrorisé les armées européennes. Préparez-vous à être stupéfaits. À très bientôt, gardiens de la vérité. Chapitre 3. Les bâtisseurs et les guerriers. Quand l'Afrique défiait l'impossible. Bienvenue dans le chapitre final de notre voyage épique à travers l'histoire cachée de l'Afrique. Si les 2 premiers chapitres vous ont secoué, si vous pensiez avoir tout vu, préparez-vous. Car ce dernier chapitre va vous projeter dans un monde où l'impossible devient réalité. Imaginez des murs de pierre si parfaitement ajustés qu'aucun mortier n'était nécessaire. Des structures si grandioses que les Européens ont refusé pendant des siècles de croire que des Africains les avaient construites. Imaginez des sculptures en bronze d'une telle perfection technique qu'elles rivalisent avec les œuvres de la Renaissance italienne. Imaginez une armée de femmes guerrières si féroces, si disciplinées, qu'elles ont fait trembler les soldats européens les mieux entraînés et ont vaincu leurs armées à maintes reprises. Ce chapitre est une célébration des bâtisseurs, des artistes et des guerriers. Nous allons voyager au cœur de l'Afrique australe pour découvrir Grande Zimbabwe, la cité de pierre qui a défié toute explication. Nous allons plonger dans les forêts du Nigeria pour explorer le royaume du Bénin et ses bronzes magistraux. Et nous allons terminer avec les Amazones du Dahomey, ces guerrières légendaires qui ont réécrit les règles de la guerre. Attachez vos ceintures, car ce voyage final va exploser tous les mythes qui restent encore debout. Grand Zimbabwe, la cité que l'Europe refusait de croire. Nous commençons notre voyage dans les hautes terres d'Afrique australe, dans ce qui est aujourd'hui le Zimbabwe moderne. Ici, au milieu de collines verdoyantes et de vallées fertiles, se dresse l'un des sites archéologiques les plus mystérieux et les plus impressionnants du continent africain. Grand Zimbabwe. Quand vous vous tenez devant les murailles massives de Grand Zimbabwe, vous êtes immédiatement frappé par une sensation d'émerveillement et d'incrédulité. Des murs de granit s'élèvent à plus de 11 mètres de hauteur, s'étendant sur plus de 250 mètres de longueur. Ces murs ne sont pas simplement empilés au hasard. Ils sont construits sans mortier, chaque pierre parfaitement taillée et ajustée avec une précision mathématique qui défie l'imagination. Les pierres s'emboîtent si parfaitement qu'une lame de couteau ne peut pas passer entre elles. La grande enceinte, la structure la plus imposante de Grand Zimbabwe, a des murs de 5 mètres d'épaisseur à certains endroits. À l'intérieur, une tour conique s'élève à plus de 10 mètres, construite avec plus de 15 000 blocs de granit. Cette tour n'a pas d'entrée, pas d'escalier. Son but reste un mystère. Était-ce un symbole de pouvoir? Un monument religieux? Un grenier à grains? Nous ne le savons toujours pas avec certitude. Mais voici le plus extraordinaire. Grand Zimbabwe
a été construit entre le XIe et le XVe siècle, à une époque où l'Europe construisait encore des châteaux médiévaux en bois et en pierre brute. Et cette cité n'était pas un village isolé. À son apogée, Grand Zimbabwe abritait plus de 18 000 habitants, ce qui en faisait l'une des plus grandes villes d'Afrique subsaharienne. Alors, qui a construit cette merveille? La réponse est claire et documentée. Le peuple Shona, les ancêtres des Zimbabwéennes modernes. Grand Zimbabwe était la capitale d'un royaume puissant qui contrôlait le commerce de l'or entre l'Afrique intérieure et la côte de l'océan Indien. Les archéologues ont trouvé à Grand Zimbabwe des preuves de commerce avec des régions aussi lointaines que la Chine, l'Inde et la Perse. Des perles de verre venues d'Inde, des porcelaines chinoises datant de la dynastie Ming, des pièces arabes en or, des coquillages de l'océan Indien. Tout cela prouve que Grand Zimbabwe n'était pas un royaume isolé. C'était un hub commercial international, connecté à un réseau mondial de commerce qui s'étendait sur 3 continents. Le royaume de Zimbabwe contrôlait les mines d'or de la région, et il en extrayait des quantités phénoménales. Les commerçants arabes et swahili qui venaient de la côte échangeaient du tissu, des perles et d'autres biens de luxe contre l'or zimbabwéen. Cet or voyageait ensuite vers l'océan Indien, puis vers l'Inde, la Chine et même l'Europe. Mais voici où l'histoire devient troublante. Quand les premiers explorateurs européens ont découvert les ruines de Grand Zimbabwe au XIXe siècle, ils ont refusé catégoriquement de croire que des Africains l'avaient construit. Cette idée était tellement contraire à leur vision du monde, tellement incompatible avec leur récit d'une Afrique primitive, qu'ils ont inventé les théories les plus absurdes pour expliquer l'existence de Grand Zimbabwe. Certains ont dit que c'était l'œuvre des Phéniciens qui auraient mystérieusement voyagé jusqu'au cœur de l'Afrique. D'autres ont affirmé que c'était construit par la reine de Saba ou le roi Salomon. Certains ont même suggéré que c'était l'œuvre d'extraterrestres. Oui, vous avez bien entendu. Plutôt que d'accepter que des Africains noirs aient pu construire une telle merveille architecturale, les Européens préféraient croire aux extraterrestres. L'archéologue britannique G. Theodore Bent, qui a visité le site en 1891, a conclu que Grand Zimbabwe ne pouvait pas avoir été construit par des Africains indigènes parce que, selon lui, les races nègres ne possédaient pas les compétences nécessaires. Cette conclusion raciste a été acceptée comme un fait pendant des décennies. Le gouvernement colonial rhodésien, l'actuel Zimbabwe sous domination britannique, a même interdit aux archéologues de suggérer que Grand Zimbabwe était d'origine africaine. Quand l'archéologue Gertrude Catton Thompson a prouvé de manière concluante dans les années 1930 que le site avait été construit par des Africains indigènes, ses conclusions ont été censurées et ridiculisées. Pourquoi ce déni obstiné? Parce que reconnaître que des Africains avaient construit Grand Zimbabwe signifiait reconnaître que l'Afrique avait une histoire de civilisation avancée, de génie architectural, de sophistication culturelle. Et cela détruisait la justification morale de la colonisation et de l'exploitation. Mais la vérité ne peut pas être enterrée éternellement. Aujourd'hui, il est universellement accepté que Grand Zimbabwe est une création africaine, un témoignage éclatant du génie architectural du peuple Shona. Les murs massifs, la tour conique, les enceintes élaborées, tout cela est le produit de l'ingéniosité africaine. Grand Zimbabwe n'est pas seulement un monument. C'est une déclaration de guerre contre l'ignorance, une preuve en pierre que l'Afrique n'a jamais eu besoin d'être civilisée par l'Occident. Elle était déjà civilisée, déjà sophistiquée, déjà connectée au monde. Le royaume du Bénin, où l'art atteignait la perfection. Maintenant, voyageons vers l'ouest, vers les forêts tropicales luxuriantes du Nigeria moderne. Ici, du XIIIe au XIXe siècle, régnait l'un des royaumes les plus sophistiqués d'Afrique, le royaume du Bénin. Ne confondez pas le royaume du Bénin avec le pays moderne du Bénin. Le royaume du Bénin était centré sur ce qui est aujourd'hui l'État d'Edo, au Nigeria. Sa capitale, Benin City, était une merveille urbaine qui a stupéfié les premiers Européens qui l'ont visitée. En 1602,
Un voyageur hollandais nommé Dierik Ruiters a décrit Benin City comme une ville très grande, avec des rues larges et droites, bordées de maisons bien construites. Un autre visiteur européen a écrit « Les rues de Bénin sont si vastes qu'elles font 7 à 8 fois la largeur des rues d'Amsterdam. » Imaginez cela. Une ville africaine du XVIIe siècle, avec des rues plus larges et mieux organisées que celles d'Amsterdam, l'une des villes les plus avancées d'Europe à l'époque. La ville était protégée par un système de remparts et de fossés qui s'étendait sur plus de 16 000 kilomètres, le plus long système de fortification terrestre au monde, surpassant même la Grande Muraille de Chine en termes de longueur totale. Le palais royal de Benin City était une structure massive et élaborée, avec des cours, des galeries et des salles décorées avec un art exquis. Les murs du palais étaient ornés de plaques de bronze représentant des scènes de la vie de cour, des batailles, des cérémonies religieuses et des portraits de rois et de nobles. Et c'est ici que nous arrivons au cœur de la gloire du Bénin, les bronzes du Bénin. Les bronzes du Bénin sont des milliers de plaques et de sculptures en laiton et en bronze qui ont été créées par les artisans du royaume entre le XIIIe et le XIXe siècle. Ces œuvres d'art ne sont pas de simples objets décoratifs. Ce sont des archives historiques coulées dans le métal, racontant l'histoire du royaume avec un niveau de détail et de réalisme qui rivalise avec n'importe quelle œuvre d'art européenne de la même époque. Les plaques montrent des guerriers en armures élaborées, des courtisans en tenues cérémonielles, des musiciens jouant d'instruments complexes, des scènes de chasse avec une faune détaillée. Chaque plaque est une fenêtre sur un monde disparu, préservé dans le bronze pour l'éternité. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est la technique de fabrication. Les artisans du Bénin utilisaient la méthode de la cire perdue, une technique extrêmement sophistiquée où un modèle en cire est créé recouvert d'argile puis chauffé pour faire fondre la cire et créer un moule dans lequel le métal fondu est versé. Cette technique exige une maîtrise absolue de la métallurgie, de la sculpture et de la chimie. Quand les bronzes du Bénin ont été exposés pour la première fois en Europe au début du XXe siècle, les critiques d'art européens ont été choqués. Certains ont refusé de croire que ces œuvres avaient été créées par des Africains. Felix von Luschan, un anthropologue allemand, a écrit « Ces bronzes se comparent aux plus belles sculptures de la Renaissance européenne. » Un autre critique a suggéré qu'ils devaient avoir été créés par des artisans portugais ou par des descendants de l'Atlantide perdue. Encore une fois, plutôt que d'accepter le génie africain, les Européens ont cherché des explications alternatives, aussi absurdes soient-elles. Mais la vérité est indéniable. Les bronzes du Bénin sont des créations purement africaines, le produit de générations d'artisans béninois qui ont perfectionné leur art au fil des siècles. Ils sont la preuve que l'Afrique avait sa propre renaissance artistique, sa propre tradition de perfection esthétique. Malheureusement, l'histoire des bronzes du Bénin est aussi une histoire de tragédie. En 1897, l'Empire britannique a lancé une expédition punitive contre le royaume du Bénin en représailles pour le massacre d'une délégation britannique. Les forces britanniques ont conquis Benin City, ont tué des milliers de personnes, ont brûlé la ville et ont pillé le palais royal. Des milliers de bronzes du Bénin ont été volés et dispersés à travers le monde. Aujourd'hui, ils sont exposés dans des musées à Londres, à Berlin, à New York, à Paris. Le British Museum à lui seul possède plus de 900 objets volés du Bénin. Pendant plus d'un siècle, le Nigeria a demandé le retour de ses trésors culturels. Et lentement, très lentement, certains musées commencent à restituer ces objets à leurs propriétaires légitimes. En 2021, l'Allemagne a annoncé qu'elle allait restituer tous les bronzes du Bénin en sa possession. C'est un début, mais il reste encore beaucoup à faire. Les bronzes du Bénin ne sont pas simplement des œuvres d'art. Ils sont des symboles de résistance, des témoignages d'un royaume qui a refusé d'être effacé, d'une culture qui a survécu malgré la destruction coloniale. Les Amazones du Dahomey. Les guerrières qui ont terrorisé l'Europe.
Maintenant, pour le chapitre final de notre voyage, nous allons découvrir peut-être l'histoire la plus extraordinaire de toutes, celle des Amazones du Dahomey. Un régiment entier de femmes guerrières qui ont défié tous les stéréotypes et ont prouvé que le courage et la férocité au combat ne connaissent pas de genre. Le royaume du Dahomey, situé dans l'actuel Bénin, était un État militariste puissant qui a dominé l'Afrique de l'Ouest du XVIIe au XIXe siècle. Mais ce qui rendait le Dahomey unique, ce qui le distinguait de tous les autres royaumes du monde, c'était son armée de femmes, les Aosi, connues en Occident sous le nom d'Amazones du Dahomey. Imaginez un champ de bataille du XIXe siècle. Les tambours résonnent. Les armées se font face. D'un côté, des soldats européens avec leurs uniformes impeccables, leurs fusils modernes, leur discipline militaire européenne. De l'autre côté, avançant en formation parfaite, des milliers de femmes guerrières, rasées, musclées, armées de fusils, de machettes et d'une détermination absolue. Les Européens qui les ont affrontés étaient terrifiés. Un officier français qui a combattu contre les Amazones du Dahomey a écrit « Ces guerrières se battent avec une sauvagerie et un courage que je n'ai jamais vu chez aucun soldat européen. Elles ne reculent jamais, elles ne montrent jamais de peur, elles sont absolument redoutables. » Mais qui étaient ces femmes? Comment un régiment entier de guerrières a-t-il pu exister dans une société africaine du XVIIIe siècle? Les Amazones du Dahomey ont été créées au début du XVIIIe siècle, peut-être même avant. À l'origine, elles servaient de garde du corps royal et de chasseuses d'éléphants pour le roi. Mais au fil du temps, elles sont devenues une force militaire à part entière, formée avec la même rigueur que les soldats masculins, voire plus. Le recrutement des Amazones était volontaire et forcé. Certaines femmes se portaient volontaires, attirées par le prestige, l'indépendance et le statut social élevé que conférait le service dans les Aosi. D'autres étaient recrutées de force parmi les femmes qui refusaient le mariage ou qui étaient considérées comme trop indépendantes pour la vie domestique traditionnelle. Une fois recrutées, ces femmes subissaient un entraînement brutal qui durait des années. Elles apprenaient le maniement des armes, les tactiques militaires, la survie dans la jungle. Elles étaient entraînées à grimper sur des fortifications en courant sur des haies d'épines, à endurer la douleur sans broncher, à tuer sans hésitation. Les Amazones prêtaient un serment de célibat tant qu'elles servaient dans l'armée. Elles vivaient dans des casernes séparées, entraînées par des femmes officiers vétérans. Elles étaient considérées comme les épouses symboliques du roi, ce qui leur conférait un statut social extrêmement élevé. Insulter une Amazone était punissable de mort. Les hommes devaient s'écarter de leur chemin dans les rues. À leur apogée, les Amazones du Dahomey comptaient environ 6000 guerrières, représentant environ un tiers de l'armée totale du royaume. Elles étaient organisées en régiments spécialisés. Les chasseresses armées de fusils et spécialisées dans le tir de précision. Les faucheuses armées de machettes géantes capables de décapiter un homme d'un seul coup, les archères et les guerrières de choc. Les Amazones ont participé à toutes les grandes campagnes militaires du Dahomey. Elles ont conquis des royaumes voisins. Elles ont repoussé des invasions. Et quand les Français ont tenté de coloniser le Dahomey à la fin du XIXe siècle, les Amazones ont résisté avec une férocité qui a choqué les envahisseurs européens. Lors de la bataille de Cotonou en 1890, les Amazones ont chargé des positions françaises fortifiées, bravant les tirs de mitrailleuses et d'artillerie. Des centaines sont mortes, mais elles ont continué à avancer, refusant de reculer, même face à une puissance de feu écrasante. Un lieutenant français a écrit dans son journal « J'ai vu ces femmes se jeter sur nos baïonnettes avec une audace incroyable. L'une d'entre elles a continué à se battre, même après avoir reçu 3 balles. Elle ne s'est arrêtée que lorsque nous lui avons coupé la tête. » Une autre histoire raconte qu'une Amazone capturée a refusé de parler sous la torture. Quand on lui a demandé pourquoi elle se battait si férocement, elle a répondu « Je préfère mourir en guerrière que vivre en esclave. » Les Amazones du Dahomey ont finalement été vaincues non pas par manque de courage, mais par la supériorité technologique écrasante des Français. Face aux canons,
aux mitrailleuses Maxim et aux fusils à répétition modernes, même le courage le plus extraordinaire ne pouvait pas triompher. Après la conquête française du Dahomey en 1894, les Amazones ont été dissoutes. Certaines se sont mariées. D'autres ont disparu dans l'anonymat. Mais leur légende a survécu. La dernière Amazone connue, Nawi, est morte en 1979 à l'âge de 100 ans. Elle avait combattu contre les Français dans les années 1890 quand elle était adolescente. Des journalistes l'ont interviewée dans les années 1970 et elle a partagé ses souvenirs de bataille, de camaraderie et de fierté d'avoir servi son royaume. Les Amazones du Dahomey prouvent quelque chose de fondamental. Le courage, la force et la capacité au combat ne sont pas déterminés par le genre. Ces femmes ont combattu aussi férocement, aussi courageusement que n'importe quel homme. Elles ont défié les attentes, brisé les stéréotypes et prouvé que les femmes africaines n'étaient pas de simples victimes passives de l'histoire. Elles étaient des guerrières, des leaders, des forces de changement. Aujourd'hui, les Amazones du Dahomey sont célébrées comme des icônes féministes, des symboles de résistance anticoloniale et des héroïnes nationales du Bénin moderne. Le film The Woman King de 2022, mettant en vedette Viola Davis, a apporté leur histoire à un public mondial, bien que de manière romancée. Mais au-delà du cinéma et de la culture pop, les Amazones du Dahomey représentent quelque chose de plus profond. La preuve que l'Afrique a toujours eu ses propres traditions de pouvoir féminin, ses propres modèles d'égalité et de force qui n'avaient rien à envier aux mouvements féministes occidentaux du XXe siècle. La leçon finale. L'Afrique n'a jamais eu besoin d'être sauvée. Nous voici arrivés à la fin de notre voyage épique à travers l'histoire cachée de l'Afrique. Au cours de ces 3 chapitres, nous avons traversé des millénaires, des empires, des royaumes, des civilisations qui ont façonné le monde, mais qui ont été systématiquement effacées de l'histoire officielle. Nous avons découvert Kush, le royaume des pharaons noirs, qui a conquis l'Égypte et résisté à Rome. Nous avons exploré Aksum, la superpuissance navale qui contrôlait 3 continents. Nous avons contemplé Ghana, où l'or coulait à flot, et où le génie économique créait des richesses légendaires. Nous avons marché aux côtés de Mansa Musa, l'homme le plus riche de tous les temps, dont la générosité a fait cracher l'économie mondiale. Nous avons étudié dans les universités de Tombouctou, où des milliers de savants explorèrent l'univers pendant que l'Europe dormait dans l'ignorance. Nous avons admiré les murs massifs de Grand Zimbabwe, témoignage de pierre du génie architectural africain. Nous avons contemplé les bronzes du Bénin, ces archives historiques coulées dans le métal avec une perfection artistique rivalisant avec la Renaissance européenne. Et nous avons combattu aux côtés des Amazones du Dahomey, ces guerrières légendaires qui ont terrorisé les armées coloniales. Toutes ces histoires, toutes ces civilisations, tous ces accomplissements, ils étaient réels. Ils se sont produits. Ils ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors pourquoi ont-ils été effacés? La réponse est simple et brutale. Parce que leur existence contredisait le récit colonial. Le colonialisme européen du 19e et 20e siècle avait besoin d'une justification morale. On ne pouvait pas simplement dire « Nous envahissons l'Afrique parce que nous voulons ses ressources ». Non, il fallait un récit plus noble. Et ce récit était « Nous apportons la civilisation à un continent sans histoire, sans culture, sans progrès ». Mais ce récit ne pouvait fonctionner que si l'histoire véritable de l'Afrique était enterrée. Si les gens savaient que l'Afrique avait eu des empires plus riches que l'Europe, des universités plus grandes qu'Oxford, des villes mieux planifiées qu'Amsterdam, alors toute la justification du colonialisme s'effondrait. Alors, l'histoire a été réécrite. Les manuscrits ont été brûlés ou cachés. Les monuments ont été attribués à d'autres civilisations. Les accomplissements ont été minimisés ou niés. Et pendant des générations, le monde a cru aux mensonges. Mais aujourd'hui, nous vivons à une époque où la vérité ne peut plus être supprimée. Les archéologues creusent, les historiens réévaluent. Les manuscrits sont numérisés et partagés.
Les voix africaines racontent leurs propres histoires. Et ce que nous découvrons est révolutionnaire. L'Afrique n'a jamais eu besoin d'être sauvée ou civilisée. Elle était déjà civilisée, elle était déjà sophistiquée, elle était déjà connectée au monde. L'Afrique a été blessée par le colonialisme, par l'esclavage, par des siècles d'exploitation. Mais elle n'a jamais été brisée. Son esprit, sa culture, son histoire, tout cela a survécu, caché peut-être, mais jamais détruit. Votre rôle dans cette histoire. Maintenant que vous connaissez cette vérité, vous avez une responsabilité. Vous êtes désormais un gardien de cette histoire. Vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Vous ne pouvez plus accepter passivement le récit simpliste d'une Afrique sans histoire. Partagez ces histoires. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Quand quelqu'un répète le stéréotype d'une Afrique primitive, corrigez-le avec gentillesse mais avec fermeté. Parlez-leur de Mansa Musa, de Grand Zimbabwe, des Amazones du Dahomey. Cherchez les travaux d'historiens africains, d'archéologues africains, d'écrivains africains qui racontent leurs propres histoires. Lisez Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, Théophile Obenga. Soutenez les projets de préservation des manuscrits de Tombouctou. Exigez que les musées européens restituent les objets volés comme les bronzes du Bénin. Et surtout, comprenez ceci. L'histoire n'est pas simplement le passé. L'histoire façonne notre identité, notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Quand on dit à un jeune Africain que son continent n'a pas d'histoire, on lui vole son identité, sa fierté, son sens de possibilité. Mais quand on lui dit que ses ancêtres ont construit des empires qui faisaient trembler le monde, qu'ils ont créé des richesses qui dépassaient celles des rois européens, qu'ils ont fondé des universités, qui éclairèrent le monde, qu'ils ont bâti des cités, qui défient encore notre compréhension, alors on lui donne quelque chose d'infiniment précieux, l'espoir et la fierté. Cette histoire n'appartient pas seulement aux Africains, elle appartient à toute l'humanité, car elle prouve que la grandeur humaine n'a jamais été confinée à un seul continent, à une seule race, à un seul peuple. L'humanité tout entière a contribué à la civilisation. L'Afrique n'était pas un spectateur, elle était un acteur majeur, un créateur, un innovateur. L'histoire continue. Cette série de 3 chapitres n'est que le début. Il y a tellement plus d'histoires à raconter. Le Royaume du Congo et ses relations diplomatiques avec le Portugal et le Vatican. L'Empire Songhai qui a succédé au Mali et qui était encore plus vaste. Le Royaume d'Abyssinie, Éthiopie, qui a résisté à toutes les tentatives de colonisation et qui a vaincu l'Italie lors de la bataille d'Adwa en 1896. Les cités-États Swahili de la côte est-africaine qui commerçaient avec la Chine et l'Inde. La civilisation Nok du Nigeria qui créait des sculptures en terre cuite il y a 2500 ans. Chacune de ces histoires mérite d'être racontée, célébrée, enseignée. Et sur Lumière Noire, nous continuerons à les raconter, à les révéler, à les partager avec le monde. Parce que la plus grande arme contre l'ignorance est l'éducation. La plus grande forme de rébellion contre l'effacement historique est la connaissance, et la plus grande façon d'honorer nos ancêtres est de raconter leur histoire. Conclusion finale. Le monde vous a menti. On vous a dit que l'Afrique était un continent sans histoire, sans civilisation, sans contribution à l'humanité. Mais maintenant, vous savez la vérité. L'Afrique a bâti des empires qui rivalisaient avec Rome. Elle a créé des richesses qui dépassaient celles de l'Europe. Elle a fondé des universités qui éclairèrent le monde. Elle a construit des monuments qui défient encore notre compréhension. Elle a créé des œuvres d'art d'une perfection incomparable. Elle a formé des armées de guerrières qui ont terrorisé les colonisateurs. Cette histoire était perdue. Mais maintenant, elle est retrouvée. Ne laissez pas cette histoire retomber dans l'oubli. Ne laissez pas le mensonge reprendre le dessus. Vous êtes maintenant un gardien de cette vérité. Portez-la fièrement,
Partagez-la largement, défendez-la courageusement. Si ces 3 chapitres ont changé votre vision du monde, si vous voulez continuer ce voyage de découverte, abonnez-vous maintenant à Lumière Noire et likez cette vidéo. Partagez-la avec tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Commentez en bas et dites-moi quelle histoire vous a le plus choqué, quelle civilisation vous voulez explorer davantage. Nous sommes une communauté de chercheurs de vérité, de gardiens d'histoire, de rebelles contre l'ignorance. L'histoire n'est pas une histoire unique, c'est une mosaïque. Et aujourd'hui, nous avons replacé certaines de ces pièces les plus brillantes, les plus longtemps perdues. Le monde perdu a été retrouvé. Ne le laissez jamais être oublié à nouveau. Merci d'avoir voyagé avec moi. Je suis Lumière Noire et je vous dis, continuez à chercher la vérité, continuez à défier les mensonges, continuez à briller dans l'obscurité. À très bré essayer.